Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Yéti, le vidéocast qui donne la parole aux éclaireurs pour que leur vision devienne réalité. Je suis aujourd'hui accompagné bien sûr de mon fidèle acolyte Thierry Croix. Bonjour. Salut Thierry. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Dumont. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François, est-ce que tu peux te présenter succinctement s'il te plaît ? Jean-François Dumont, 68 ans, journaliste de presse écrite à la retraite et parallèlement enseignant en journalisme et déontologie à l'université, où j'ai été donc enseignant pendant une vingtaine d'années. Voilà, et puis pour le reste, père et grand-père. Magnifique. Jean-François, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler de ton ASBL, Engage. Oui. On va parler de surtout le pourquoi Engage, qu'est-ce que c'est, en quoi c'est important aujourd'hui de comprendre les enjeux qui se cachent derrière Engage. On va parler de toi, bien sûr, mais on va également parler de journalisme. On va parler de Élise Lucet, du journalisme d'investigation. On va parler de ces journalistes indépendants et des journalistes à gros budget. On va parler de Julian Assange. On va essayer de parler de tous ces sujets-là, si tu le veux bien. Et un petit peu de Cyril Hanouna ou... Non, pas de Cyril Hanouna. Il y a des sujets censurés. D'accord. Alors, dis-nous un peu, Engage, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une ASBL, une association qui veut apporter de l'accueil, du soutien, de l'aide, des services aux journalistes étrangers exilés chez nous, exilés pour des raisons politiques, professionnelles, parce qu'ils sont en danger, parce que danger physique, danger de mort, danger d'emprisonnement, famille menacée éventuellement, et donc ils ont décidé de s'exiler. Et ils ont choisi la Belgique, on pourra en reparler pour des raisons diverses et variées, et ils arrivent ici, et voilà, ils sont complètement perdus, comme n'importe quel exilé. Hein. Donc on s'est dit à quelques journalistes, enfin c'est moi qui ai proposé l'idée au départ, de créer une structure d'accueil. Voilà. Et qui va offrir alors différents services, et qui va surtout, ça on l'a appris un peu avec le temps, puisqu'on s'est créé sans faire d'études de marché, hein, sans savoir pourquoi on serait utile, sans savoir si on serait même utile. Et puis on a découvert notre utilité à force de rencontrer, de parler, de côtoyer ces journalistes exilés. Et une des nécessités à laquelle je pense qu'on peut répondre, et on essayait de le faire, c'est de sauvegarder leur identité professionnelle. Ils étaient journalistes. On se sent journaliste quand on est journaliste. Hein, et il y a un bête slogan qui dit « On n'est pas journaliste, on est NAIT, journaliste ». Bon, très discutable. Hein, mais disons qu'on se sent journaliste une fois qu'on l'est. Ces personnes dans leur pays avaient souvent des rôles connus, publics, ou des rôles importants dans le débat, je ne vais pas dire démocratique, mais en tout cas dans le débat de la société civile. Et puis tout d'un coup, ils débarquent en Belgique et ils sont juste une statistique dans les chiffres de l'immigration. Et ça, c'est une souffrance réelle pour eux. Vraiment. Donc, au-delà des premières nécessités je dois me loger, je dois me nourrir, je dois avoir un avocat et je dois constituer mon dossier auprès de l'Office des étrangers ou du CGRA, il y a cette nécessité de se sentir encore journaliste. Et là, on a mis au point un certain nombre de projets, dont la création d'un média en ligne qui s'appelle Latitude, on l'a créé avec l'ULB et la VUB, et qui est dédié au thème de l'exil, des droits humains, de la liberté de presse et d'expression. Ces journalistes peuvent y faire leur métier, ils écrivent, ils font de la vidéo, ils font de la photo, ils dessinent, en 3 langues seulement, mais ceux qui écrivent en arabe, eh bien, on les traduit en anglais, ou en néerlandais, ou en français, et ils sont rémunérés pour leur travail, uniquement grâce aux subsides qu'on a été décrochés auprès de certains pouvoirs publics. Donc ça, c'est une chose importante. Mais il n'y a pas que ça. Pour être reconnu aussi journaliste, on a fait une exposition qui présente une dizaine de portraits qui sont un peu emblématiques de la condition de tout le monde, donc ils sont aussi représentés comme ça. Et souvent dans le cadre de cette exposition, mais pas seulement, on va au-devant de certains publics, essentiellement scolaires, en humanité, mais aussi universitaires ou tout public, et on organise des rencontres où des journalistes exilés vont se raconter pendant un petit moment, et puis après, ça donne toujours lieu à des échanges et des discussions, et ce sont des récits qui sont... et on ne le fait pas exprès, hein, je veux dire, mais qui sont terribles, qui sidèrent réellement, par exemple, des rhétoriciens d'écoles de Bruxelles, et qui, là, je ne vois plus un seul smartphone qui sort des poches. Hein. C'est
C'est la sidération de savoir que ça a pu exister. On va en parler. J'aimerais bien, avant de parler du journaliste exilé, juste parler du journaliste en tant que tel. J'ai l'impression, je ne vais pas parler du mot crise, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le journaliste vit quand même une période pas facile, à tort ou à raison. Je me mets pas, mais en tout cas, je me dis, avant, le journaliste, c'était la personne qui investiguait, qui ramenait de l'information, et on contredisait l'information. Hein, on avait la contradiction, le sophisme. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que on a le journaliste d'investigation qui est un peu en voie de disparition, parce que beaucoup de pression, parce que un métier de plus en plus difficile. Et on a le journaliste belga, qui va rechercher dans la presse belga les titres et qui va les remettre à sa sauce pour faire de l'audimat. T'es d'accord avec ça ou pas? Non. Non. Tu as une vision extrêmement cliché comme ça, qui reviendrait presque à dire que le vrai journalisme, c'est de l'investigation. Ah. C'est une stupidité. Le journaliste est quelqu'un qui sélectionne dans l'information ce qui est susceptible d'intéresser son public, en l'occurrence, qui ensuite va le mettre dans un certain langage, un langage écrit, audiovisuel, sonore, et qui va éventuellement, valeur ajoutée, mettre en contexte, ou commenter, critiquer, etc. Mais ça veut dire que le journaliste qui me dit demain dans mon journal que le prix du diesel ou du café va augmenter, il fait pleinement du journaliste. Il n'a pas investigué. Le journaliste qui va au cinéma et qui fait une critique cinéma, il n'y a aucune investigation, mais il fait pleinement son boulot de critique cinéma parce qu'il sait dire à son public pourquoi le film, à son estime, est bon ou mauvais, parce qu'il peut argumenter et qu'il a le contexte nécessaire, etc., etc. Donc l'investigation n'est qu'une petite partie d'un journalisme qui est bien plus large que je révèle le scoop, je mets en lumière ce qu'on a voulu me cacher. Ce qui est sans doute la partie la plus noble, la plus glorieuse et la plus excitante du journalisme. Mais j'ai toujours défendu, puisque j'ai été notamment secrétaire général adjoint de l'AJP, donc l'Union professionnelle des journalistes, les 11 dernières années de ma carrière, et j'ai toujours défendu cette image d'un journaliste qui est pleinement journaliste, même quand il travaille à Métro. Et que dans ce journal gratuit Métro, on a pratiquement très peu de valeur ajoutée par rapport aux dépêches d'agence, mais ce sont des journalistes professionnels qui ont la carte professionnelle, qui sont reconnus, parce que dans le fatras des dépêches d'agence, ils ont été chercher celles qu'ils pensaient être les plus pertinentes pour la gazette du lendemain que les gens allaient lire. Et donc, c'est pas cette image, je prends une dépêche, je fous rien, je mets à ma sauce et puis je balance. Non, c'est du journalisme dès l'instant. Oui, c'est très difficile de définir un journaliste. Alors, je m'entends avec certains autres universitaires pour dire que dès l'instant où il y a sélection raisonnée, mise en forme et éventuellement éclairage, on est dans le journalisme. J'ai une question par rapport à ça, parce qu'on parle beaucoup du journaliste d'investigation, et je voudrais juste revenir sur ton ASBL. Tu disais, donc certains journalistes ont fait les investigations qui leur ont coûté leur vie, leur famille, leur travail et qui ont été exilés. Alors ça va plus souvent dans le sens eux chez nous que des journalistes de chez nous chez eux. Voilà. Mais du coup, ma question, une fois que ton journaliste est ici, est-ce que ça devient comme le programme de protection des témoins et il arrête et il va faire du journalisme ce que je dirais occupationnel, ou est-ce que vous lui permettez de continuer à investiguer ce qui l'a fait fuir son sujet. Je pense à certains qui ont au Mexique, qui ont des contrats sur leur tête pour s'être attaqués à certains cartels de drogue, ou à certains politiciens, ou à certaines corruptions. Est-ce qu'une fois ici, on les met sous silence, quelque part on les cache et on les occupe, ça devient du babysitting, ou est-ce qu'on leur donne le pouvoir de pouvoir continuer leur investigation, mais à l'abri? Ce qu'on leur donne uniquement, ce qu'on ne peut que leur donner, c'est un média, c'est un support. C'est-à-dire, c'est le site Média Latitude où ils peuvent au moins exprimer les choses. Mais donc, on ne décide pas à leur place ce qu'ils doivent produire sur ce média. C'est à eux, effectivement, de nous faire des propositions. Et il y en a un notamment, mais c'est presque marginal comme exemple. C'est un Burundais qui avait longuement enquêté sur un trafic pas de visa, mais un trafic de migrants via la Serbie, parce que la Serbie avait décidé d'accueillir chez elle les Burundais sans visa, sans rien. Et donc, il y a évidemment des petits malins qui en ont profité pour faire un trafic lucratif, y compris parmi des hauts dignitaires et généraux burundais. Eh bien, ce journaliste-là qui avait enquêté, et c'est à cause de son enquête qu'il a dû s'exiler, a publié son enquête chez nous.
Mais les autres qui sont en Belgique, qui dépendent du CPS éventuellement, et qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'infrastructure, qui n'ont plus leur équipe ou leurs médias pour faire le boulot qu'ils faisaient avant, en sont souvent réduits à faire des papiers qui sont beaucoup plus, on va dire, légers. C'est-à-dire soit c'est des commentaires, soit c'est des interviews. Donc la grande investigation, non, ça n'est malheureusement pas la majorité. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit. Ils sont exilés à cause de leur investigation. Pas toujours. Ils sont exilés parce que, simplement, ils ont exprimé des opinions dans leur... même en faisant la critique d'un festival de théâtre ou de musique, ils ont émis éventuellement des propos qui ne sont pas dans la droite ligne des autorités gouvernementales. Ça suffit à les faire... à les mettre en danger. Les Palestiniens dans la bande de Gaza, on en a beaucoup en Belgique. C'est pas à cause de leurs investigations nécessairement qu'ils ont eu des ennuis. C'est parce que la jeune Riwa, présentatrice de télé, a été le long de la frontière en reportage sans mettre de foulard. Et qu'elle s'est fait agresser, y compris physiquement, et frapper par les types du Hamas. Et donc, à un moment, elle dit « Je ne peux plus vivre dans ces conditions-là ». C'est une autre journaliste, elle plus âgée, qui avait des fonctions importantes à la télévision à Gaza et qui a refusé de devenir porte-parole du Hamas. Et du coup, elle s'est retrouvée un jour avec des types cagoulés chez elle et un revolver sur la tempe. Et en Belgique, est-ce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder ? Est-ce qu'il y a des sujets compliqués, clivants Tu parles maintenant de journalistes belges. Il y a des sujets qui vont être compliqués, pas nécessairement aux yeux des autorités, mais aux yeux du média où ils sont. Essaye de faire un reportage dans la Libre Belgique hyper critique sur la famille royale, ça va pas être évident. Essaye de dénoncer à la RTBF tous les... j'imagine, d'éventuels accords politiques ou le poids des partis politiques au sein de l'RTBF. Moi, je l'ai fait dans le Vif Express quand j'en étais rédacteur en chef adjoint, mais j'aurais pas pu faire ça à l'RTBF si j'étais un journaliste de l'RTBF. Donc, on est plus parfois dans, je dirais, une problématique d'autocensure ou de prudence qu'on pourrait estimer ou non excessive, mais du sujet tabou au sens global du terme, il n'y a que ce que la loi nous interdit de faire qui est véritablement un obstacle. Mais tu risques de ne pas être publié par l'entreprise pour laquelle tu travailles finalement si tu ne suis pas la ligne éditoriale quand même de ton groupe. Mais du coup, est-ce que tu ne considères pas qu'on est parfois, à tort ou à raison, je me fais l'avocat du diable, infiltré, quand je prends un peu Emmanuel Macron quand il a été élu président, un an avant, on ne le connaissait pas, il a fait la une de toutes les presses, et quand on voit un peu les responsables, les entreprises qui achètent les presses, les Lagardère, les Dassault, etc., on se dit, est-ce qu'à un moment donné, et c'est peut-être ça aussi qui crée la méfiance entre le citoyen et le média, eh bien si ces journalistes qui sont finalement rachetés par des Dassault, des Lagardère, ne vont pas à un moment donné faire une ligne politique éditoriale et créer cette pensée unique. Tu as raison, avec peut-être une nuance à apporter entre la situation française et la nôtre, qui ne sont pas exactement comparables. C'est vrai qu'en France, le poids du patronat de presse est énorme, et parfois dingue. On se souvient d'un rédacteur en chef de Paris Match qui a été viré parce qu'il avait validé une couverture avec Sarkozy, qui concernait Sarkozy, c'était j'ai oublié le prénom de sa première épouse. Carla Bruni. Comment ? Carla Bruni. Ah non, sa première. La précédente. Et photographiée avec celui qui se révélait être son amant. Donc là, effectivement, il y a parfois un jeu de relations politiques économiques, financières avec les grands patrons de presse qui ont une puissance dingue et qui peuvent peser sur leur rédaction de façon extrêmement choquante. Je dirais qu'heureusement chez nous, ça se passe dans des conditions beaucoup plus infimes, légères et sans nier pour autant qu'il y ait aussi un poids. Quand, et je l'ai vécu, je ne vais pas citer le journal, mais enfin j'étais dans cette rédaction où il y avait un conflit social avec GB à l'époque, Je rentre gagnant. GB. On nous a fait savoir à la rédaction, les gars, mollo sur la couverture du conflit social parce qu'on est en train de renégocier le contrat publicitaire avec GB.
C'est pas le moment d'aller les mettre de très mauvaise humeur, parce que s'ils nous retirent ce contrat publicitaire, on a un manque à gagner important. Donc ce poids-là existe aussi chez nous. Oui, je reprends l'exemple, tu te souviens évidemment de l'affaire Augusta, avec les trois Guy, les 3G. On était quand même très embêtés, et dans les mainstream, c'était compliqué d'avoir le fond du sujet. Oui, parce qu'effectivement, il y a toujours un peu cette contrainte. Alors soit elle est politique, mais tout le monde quand même s'accorde à dire que le poids du politique en Belgique sur les médias est relativement faible, voire inexistant. C'est passé cette période-là, elle a existé. Maintenant, c'est bien plus la domination de la logique économique qui pèse éventuellement sur le choix des sujets ou la façon dont on traite les sujets. Tu veux dire que politiquement, finalement, ce sont les entreprises qui prennent de plus en plus de place dans le champ politique et qui lui-même prend de la place dans... Non, je dirais que dans le champ médiatique, dans toute entreprise de presse, tu as une logique éditoriale. Ça, c'est la rédaction, et en principe, le rédac-chef qui en est le dépositaire, le patron et celui qui la défend. Et tu as les acteurs économiques. Pendant très longtemps, je dirais jusque dans les années 70-80, du siècle dernier, ces deux logiques étaient relativement équilibrées. En tension, bien sûr, mais il y avait des mécanismes qui permettaient à cette tension de rester équilibrée. On a vu là, un basculement à partir des années 80, où la logique économique a commencé à prendre le pas, pour différentes raisons, je ne vais pas faire tout mon cours ici, mais où, effectivement, le rédac-chef est de plus en plus, alors j'aime beaucoup cette expression, de plus en plus le dernier des directeurs, et non plus le premier des rédacteurs. Et ce déséquilibre-là, où la logique éditoriale était soumise de plus en plus à la logique économique, elle est encore valable aujourd'hui. Et heureusement, tu as alors des initiatives, et ça c'est génial, de jeunes qui créent des MOOC, des magazines en forme de livres trimestriels, qui inventent leur site, qui se défont de cette emprise économique pour dire « zut, on va faire le journalisme qu'on a envie de faire ». Et où tu mets dans cette balance le poids de l'audience? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus en train de s'adapter à l'audience que d'essayer d'apprendre à l'audience à s'adapter au contenu. Mais c'est ça la suprématie de la logique économique. C'est quand on se dit « je dois avoir de l'audience pour notamment avoir aussi des revenus publicitaires ». Et donc, si mon public commence à vraiment aimer le yaourt aux fraises, dorénavant, on va faire beaucoup plus de yaourt aux fraises que de yaourt nature. Et moi, j'avais l'impression qu'à une certaine époque, donc je ne suis plus dans une rédaction maintenant, donc mon jugement est peut-être un tout petit peu vieillot, mais qu'à une certaine époque, j'avais l'impression d'être dans un pizzaiolo où chaque matin, on me disait « alors aujourd'hui, on va plutôt faire des 4 saisons ». Où on va faire la pizza fromage. Et puis, ok, chef, on va faire ces pizzas-là. Et donc, il y a une perte d'autonomie réelle de la part, pour les journalistes, une perte d'autonomie dans la capacité à penser leur métier, à penser leur démarche, à penser leur sujet, etc., et à penser la façon dont on allait faire le sujet. Et du coup, je me pose une question. Ça crée quand même une distance avec un certain public qui veut de l'information et qui veut parfois... enfreindre, aller au-delà de ce qu'on lui propose, d'où l'apparition de plein de journalisme ou pas, ou de choses qui ressemblent à du journalisme qu'on retrouve sur Internet. On entend que sur Internet, on doit faire attention, c'est du fake news, mais que le mainstream, c'est la réalité, c'est la vérité. Évidemment, rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir, mais on voit cette forme de journalisme indépendant, j'ai envie de dire pirate, comme on retrouvait avant les radios pirates ou les fanzines. On retrouve ce côté un peu punk qu'Internet propose. Quel est ton regard vis-à-vis de ces mouvements? Alors, en même temps, Sylvain, il y a vraiment les deux facettes. En même temps, tu te dis, voilà des gens qui se sont défaits d'un travail dans un média, dans une entreprise de presse, et donc ils se sont en principe défaits de la logique économique. Mais on va retrouver alors d'autres écueils, c'est que ces gars-là, ils ont envie aussi d'avoir beaucoup de clics, et donc ils peuvent être à leur tour tentés d'aller faire du yaourt aux fraises plutôt que du yaourt nature, parce qu'ils pensent que c'est ça qui va faire du clic. Et alors ce qui me met alors beaucoup plus mal à l'aise, c'est que les journalistes, ces journalistes non professionnels ne se donnent pas les contraintes théoriques qu'un journaliste professionnel doit se donner et accepter, à savoir la déontologie journalistique et un certain nombre de démarches qui relèvent de paramètres, de critères professionnels.
Et donc on est entré, mais ça depuis maintenant une vingtaine d'années, dans une espèce de confusion entre des gens qui émettent des mots, des images, des dessins, que sais-je, des graphiques, sur des médias, enfin sur des supports plus exactement, et plus personne ne fait la différence entre le journaliste professionnel et celui qui ne l'est pas. Alors, je ne dis pas qu'il y a une espèce de fossé, il n'y a que les journalistes professionnels qui font du bon journalisme et les autres ne feraient que du mauvais journalisme. Évidemment, non. Mais je sens dans le public, et chez les jeunes en particulier, une espèce de perte de repère complet. Quand tu penses, et il y a eu une enquête en France là-dessus, qui demandait à des jeunes d'où finalement ils tiennent l'info et qu'est-ce qu'ils considèrent comme crédible. Et l'enquête est très claire, c'est ce qui vient des pairs. PAIR, donc autrement dit des réseaux sociaux. Et ils vont davantage croire à quelque chose qu'ils ont lu sur TikTok, enfin Facebook c'est déjà ringard, mais tu vois, sur les réseaux sociaux ou de la part simplement de leurs copains, que l'information contraire qui viendrait d'un journaliste du journal Le Monde ou de Libé, surtout pour rester en France. Tu dis là, il y a quelque chose qui est dangereux. On a un problème, qui va plus. effectivement. Là, on a un vrai problème. Et ça... C'est hyper compliqué aujourd'hui d'être journaliste. Non seulement à cause de ça, parce que tu n'as plus la confiance a priori vis-à-vis de toi qui est dans un appareil médiatique et qui éveille plutôt la méfiance d'un certain nouveau public. Et autre difficulté d'être journaliste aujourd'hui, c'est que tu dois être homme orchestre ou femme orchestre parce que tu dois pouvoir faire tout. La vidéo, le son, l'écrit. Mais je me demande justement, est-ce que c'est pas un peu le chat qui se mord la queue ? Je prends l'exemple de le Vlaams Belang a investi depuis des années le champ de le Facebook qui maintenant est has-been, mais TikTok, etc. Le champ des médias sociaux, ça faisait longtemps qu'ils les ont investis pour deux raisons. Mais d'abord, ils n'étaient pas vraiment invités d'abord sur le mainstream. On a le cordon sanitaire en Belgique. Et donc, la deuxième raison, c'est qu'ils avaient compris que c'est par la jeunesse qu'ils allaient pouvoir obtenir des voix. Et moi, je crains vraiment qu'aux prochaines élections, ça leur donne raison. Donc, le fait qu'à un moment donné, on ignore certains sujets en Belgique, et je prends l'exemple inverse de Noam Chomsky, qui défend le fait de pouvoir parler de tout, surtout dans les mainstream, ce devoir de pouvoir aborder tous les sujets, le fait de ne pas le faire, de ne pas avoir peut-être ce courage-là, ou en tout cas avoir cette décision que je comprends de ne pas l'aborder, laisse un champ, justement, inoccupé pour les extrêmes. Oui. Et je continue à défendre le cordon sanitaire médiatique, sachant qu'il faut bien l'entendre comme on ne parle pas de l'extrême droite, au contraire, il faut en parler, mais on n'invite pas en direct, on ne donne pas une parole en direct qui ne soit pas éventuellement ensuite remise en contexte, contestée au moment même, etc. Donc, parce que parfois les gens croient que oui, les médias, vous êtes vraiment une bande d'idiots, parce que à force d'ignorer l'extrême droite, vous allez la nourrir. Mais en tout cas, on n'ignore pas l'extrême droite. Mitterrand, par exemple, quand il a été élu, avait dit, à partir de maintenant, sous en tout cas ma présidence, on donnera la parole également à Jean-Marie Le Pen à l'époque, en disant, il faut pouvoir parler de tout et il faut pouvoir démonter et leur laisser la parole. Ce qui n'est pas le cas en Belgique, on a décidé de ne pas le faire. On ne leur laisse pas la parole. C'est ça. Ça a dit, c'est facile à dire pour un journaliste francophone, puisqu'en Wallonie, tu n'as pas d'extrême droite élue, etc. Être journaliste à Anvers, c'est autrement plus compliqué. D'ailleurs, le cordon médiatique en Flandre, il est plus qu'effiloché. Il n'existe plus tout à fait dans les faits. Et si tu vois ce miroir inversé entre Flandre et Wallonie, tu vois qu'on a une extrême droite forte en Flandre et une extrême gauche forte en Wallonie. Or, on n'a pas de cordon sanitaire pour l'extrême gauche. Pourtant, on a eu des goulags. Alors, je fais des énormes raccourcis, mais c'est à dessein. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui te fait dire l'extrême droite, Vlaams Belang, non, le PTB qui a quand même des tendances maoïstes, oui. Dès l'instant où tu as un groupe ou un parti qui, explicitement, dans son programme, dans son discours, combat ou s'oppose à des valeurs démocratiques, aujourd'hui, voilà où est la limite. Tu ne liras pas du côté PTB, par exemple, dans le programme des choses qui sont ouvertement antidémocratiques. Alors oui, tu peux aller les chercher dans le passé, mais on ne va pas éternellement condamner tout mouvement de gauche sous prétexte que Staline a fait ce qu'il a fait, tu vois. Donc ça, c'est la grande différence. Alors, le problème survient quand dans un parti démocratique, ça s'est posé notamment du temps du PSC, quand il s'appelait encore comme ça, tu as des individus qui tout d'un coup sortent des propos
antidémocratique. Alors là, on fait quoi? Est-ce que l'individu, on l'isole et on le met de l'autre côté du cordon médiatique, ou est-ce que c'est tout son parti qui devient suspect à cause d'un individu? Là, ça a pu poser des problèmes. Il n'y a pas eu de réponse. Hein. Donc, à ce moment-là, on va plutôt isoler l'individu ou on va le contester médiatiquement. Et si ça fait spectacle, est-ce qu'on ne le laisserait pas passer quand même? Ça, c'est la grosse tentation. C'est la grosse tentation parce que c'est fraises. le bon client, celui qui va faire réagir. Et tentation qui est drôlement renforcée par les réseaux sociaux, précisément. Puisque là, ça va partir tout de suite en polémique nationale. Quand j'entends encore récemment que maintenant le débat en France qui fait fureur sur les réseaux sociaux, c'est l'obligation pour certaines communes au-delà d'un certain nombre d'habitants de mettre un drapeau européen. Et c'est ça qui fait débat. Je veux dire, c'est tellement anecdotique, c'est tellement rien du tout. Mais tu vas voir que dans les jours qui viennent, on va nous abreuver, en France en tout cas, du débat sur le drapeau européen. Et encore, ça c'est un gentil exemple. Mais si c'est la personne, l'homme ou la femme qui a sorti une horreur démocratique, sur le plan du racisme par exemple, bien sûr que ça va rendre compliqué certains médias de dire... On met ça de côté, on n'en remet pas des couches. Parce que quand tu parlais des débats, tu vois, les débats télévisés, où tu parles de Mitterrand et autres, mais moi je me souviens de débats qui m'ont marqué, alors plus sur la politique française, parce que la politique belge est déjà assez compliquée comme ça, mais où en fait le débat qu'on retient, ce sont les débats qui sont quelque part sous la bannière du spectacle. Je me souviens de débats avec Bernard Tapie ou Jacques Chirac, c'est des trucs qu'on retient. Et est-ce qu'on n'a pas justement tendance est-ce que le spectacle n'est pas en train de prendre le dessus sur la déontologie et finalement nous emmène dans une espèce de cercle vicieux où ça arrange tout le monde qu'on s'occupe du spectacle parce que du coup on ne parle plus de ce qui doit être discuté. Bien sûr. Alors là, on est un tout petit peu en train d'enfoncer des portes déjà largement ouvertes. Oui, je m'en doute. L'État spectacle, un bouquin, c'est 1985. Donc l'État spectacle, et Régis Debray aussi a beaucoup écrit sur la politique spectacle, parce qu'il faut, pour le pouvoir politique, il faut être vu, entendu dans ce qu'on fait tout de suite maintenant, donc, et pas sur la réflexion de long terme. Là-dessus, je te rejoins. Que le temps médiatique est un temps court, que les médias, la télévision en particulier, se prêtent bien plus à l'affrontement de deux personnes. Le tennis passe merveilleusement à la télé. Pas des sports poids et haltères, par exemple. Mais du coup, c'est qui a la responsabilité? Parce que quand tu dis le politique spectacle, alors j'entends bien qu'aujourd'hui, le politique spectacle, qu'est-ce qui fait que le PTB fonctionne? C'est que Raoul, quand il est sur scène, tout le monde fait « Oh, c'est drôle !» Mais quel est le rôle là-dedans du média et des journalistes? Parce qu'à tout moment, le journaliste peut dire « Mec, moi, tant que tu fais le clown sur scène, on va pas parler de toi. » Viens avec un truc concret. Donc, qui a la responsabilité là-dedans? Est-ce que c'est le politique qui se dit « Oh, je continue parce que ça marche » ou est-ce que c'est le journaliste qui dit « Moi, je relais parce que ça marche » Les deux, mon général. Évidemment, dès l'instant où il y a une production de communication et que c'est cette production-là qui domine la sphère, l'espace public, et que tu as des médias qui, eux, cherchent quand même à avoir du public, de l'audience, on vient de l'évoquer, ils se rencontrent merveilleusement, je dirais, et naturellement. Alors oui, on peut rêver, mais c'est arrivé 5 fois en 50 ans, où tout d'un coup les journalistes disent non. Je vais te raconter une anecdote. Tu te souviens peut-être du journal Le Matin, un quotidien qui s'est voulu de gauche, qui était un peu l'héritier, sur les cendres de Le Peuple et la Wallonie. Et quand Philippe et Mathilde, fiancés, font leur show pour les photographes de presse dans le jardin de Laken, Le Matin, ils mettent une toute petite photo comme ça, et des fiançailles royales. Tu regardais les autres journaux, c'était plein, c'était des pages avec des grandes photos, etc. Mais Le Matin, il est mort. Alors, je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais à force d'avoir une espèce de position d'outsider comme ça, de dire nous, on ne joue pas dans le spectacle et la communication royale en l'occurrence. Tu risques de disparaître. Tu risques de disparaître. Ou alors, en même temps, ils confortaient leur public en disant c'est génial, qu'est-ce que je suis content d'acheter Le Matin, parce que voilà un canard qui ne tombe pas dans le grand cirque monarchique, par exemple. Mais en attendant... Alors, juste, moi je reviens sur une question. Si je prends un peu cette actualité, qui n'est plus une actualité, ça devient un phénomène long, de la guerre en Ukraine, est-ce qu'on doit avoir, parce que c'est ce que j'ai vu dans énormément de médias mainstream, mis à part Arte encore, où ils prennent le temps d'expliquer,
j'ai entendu très peu de médias parler des promesses qui avaient été faites à Gorbatchev, de pourquoi à un moment donné les Russes pouvaient à un moment donné se sentir bafoués, le rapport à l'extrême droite quand même qui était quand même agissante dans certains espaces de l'Ukraine face aux russophones. Toutes ces questions-là ont été sublimé vis-à-vis de le rapport qu'on devait avoir par rapport à la Russie. RTTV a été débranché. Est-ce que c'était à tort ou à raison? Ouais, alors on avait deux points de vue, on pouvait très bien écouter les deux et se faire notre propre opinion. Je trouve qu'on est quand même pro-occidental et pro-OTAN. L'OTAN n'a jamais signé autant d'accords que depuis cette guerre en Ukraine. Nord Stream n'a fait le bien finalement que des États-Unis, en tout cas certainement pas de l'Allemagne et de son industrie, et donc de l'Europe. Je me pose des questions par rapport à ça. On doit tenir une ligne commune pro-occidentale? Alors, tu poses vraiment le problème d'un concept clé dans l'entreprise médiatique, c'est la proximité. Proximité idéologique ici. Souviens-toi aussi des conflits avec l'Irak. Le premier, c'était absolument dingue d'ailleurs. D'ailleurs, Chirac après a refusé d'y retourner. Et après, les médias ont quand même tiré quelques leçons en disant il faut peut-être de temps en temps donner le point de vue de l'autre. Mais il y avait une proximité idéologique telle que les journaux qui n'embrayaient pas sur l'alliance du premier conflit étaient jugés comme des traîtres à la nation, et aux États-Unis, mais aussi en Europe. Bon, donc proximité idéologique, et ce qui explique qu'aujourd'hui c'est très difficile pour un média de se situer peut-être à l'extérieur de cet espace idéologique-là. Puis la proximité émotionnelle. Donc la complexité des choses et des concepts, même pour comprendre effectivement historiquement d'où on vient dans cette géostratégie russo-ukrainienne, il faut lire le monde diplomatique. Mais c'est pas un média quotidien, ou c'est pas RTL, c'est pas un média grand public qui va pouvoir trouver les mots et le temps et les moyens de travailler sur ce genre de choses. L'émotion passe bien plus. Pourquoi pas? Pourquoi on prend... Ça c'est le truc, je m'excuse, mais quand j'entends RTL, c'est le média de la ménagère de plus de 50 ans et de Kevin, footballeur, qui regarde la télé le soir, arrêtons de prendre les gens pour des cons. Je veux dire, C'est pas sorcier vous explique la fission nucléaire ou comment fonctionne le corps humain. Je suis pas un gogol, je comprends, ils sont capables d'expliquer des trucs complexes. Pourquoi, au niveau journalistique, on considère que les gens, ça ne les intéresse pas par défaut ou qu'ils sont trop cons pour comprendre? Personne ne prend le côté... On pourrait expliquer le vrai conflit israélo-palestinien, on peut expliquer le conflit russo-ukrainien. Pourquoi on le fait pas? Et surtout, est-ce qu'on n'a pas justement un devoir impératif, si on veut que notre masse populaire, celle qui ne lit pas ces magazines spécialisés, commence à s'y intéresser? Est-ce que c'est pas plutôt une question de comment faire pour pouvoir le faire? Et surtout si on est, et là je reprends un peu la séparation des pouvoirs, si on est un média public subsidié, qui normalement ne doit pas avoir un intérêt économique, parce justement, à partir du moment où on reçoit un subside, quelque part, on t'immunise de l'économie, on te dit, grâce à ce subside, tu vas continuer à exister. Est-ce que c'est pas un devoir radical de bonne intelligence que de former, que d'éduquer aussi au travers de la petite lucarne? Absolument. Et c'est là où, tu l'as dit, où la mission d'un service public est primordiale. Il faut absolument maintenir des services publics médiatiques, parce qu'ils ont, en échange de l'argent que l'État leur donne, ils ont ces devoirs-là, mais ils ont aussi le devoir d'avoir du public. Donc ils ne peuvent pas faire une télévision ou une radio magnifiquement intelligente et réflexible et complexuelle si c'est pour le faire dans le désert. Ok? Donc il y a toujours... C'est pas facile d'être un patron de service public. On n'a pas le talent de pouvoir intéresser sur les choses avec un temps long. De talent et donc de moyens. C'est pour ça que le patron de l'RTBF, Philippot, vient encore de réclamer davantage de sous, c'est de la stratégie, pour faire de l'excellent journalisme, ce qu'ils font aussi très bien. Je veux dire, moi, je suis un grand partisan du service public. Quant à RTL, on est dans le privé, on est dans une stratégie économique un peu bête et méchante, et c'est pas que les gens sont cons, c'est qu'à un moment, ils font des choix de fatigue, des choix de lassitude, et qu'après une journée de boulot, ils n'ont pas envie de se taper un historique façon Arte ou Monde diplomatique sur la Russie. Ils préfèrent regarder une série ou un jeu télévisé et se détendre. Et moi, je dis,
Tous les médias ne doivent pas se ressembler. Il ne faut pas demain rêver à ce qu'il n'y ait que des médias réflexifs, intelligents et qui font de l'histoire en profondeur. Mais justement, moi j'aime bien qu'il y ait de la presse people à la con, de la presse intello, qui est le monde diplomatique. Ça, c'est la diversité médiatique. Il faut défendre cette diversité. Pardon, je t'interromps, mais j'ai l'impression que la presse mainstream se ressemble de plus en plus. Avant, je me souviens que le contraste entre un RTL et un RTBF était flagrant. Aujourd'hui, je mets quand même des nuances. Les titres sont quasiment identiques, à un ou deux près. L'ordre va différer, mais on va retrouver la même chose. Tu t'as loupé le 19h, tu peux regarder le 19h30. C'est juste la prononciation de Brigotte qui va changer. Tu es un peu sévère. J'aurais dit exactement la même chose il y a une quinzaine d'années. À un moment, effectivement, je constatais une espèce de mimétisme entre le service public et le média privé qui posait véritablement question et qui a posé question à l'intérieur de l'RTBF. Ça a été des débats extrêmement virulents. Je trouve qu'aujourd'hui, tu es un peu sévère. Si tu compares des journaux télévisés, moi je le fais très souvent, je suis un peu info-maniaque, tu vas voir que la hiérarchie de l'info n'est pas la même et que le traitement des séquences n'est pas le même. Et donc, au final, on va sans doute retrouver les mêmes titres, tu as raison, mais dans d'abord un ordre et un traitement et des longueurs bien différentes. Le témoin de la rue qui dit, à cause d'une explosion, « Ah, j'ai entendu un grand boom et puis j'ai vu passer les voitures de pompiers », donc le genre de truc qui n'a rien comme valeur ajoutée. Là, tu vas le voir en abondance au nom de la proximité sur RTL, parce que si c'est un simple plouc comme moi qui me parle dans l'écran, ça pourrait être moi. Je me sens proche de l'incendie, de l'explosion. Heureusement, la RTBF n'en est pas encore là, disons pas tout le temps. Moi, après, c'est une réflexion, je la lance sur la table. Mais pour moi, dans l'histoire, il y a toujours eu 3 personnes responsables de l'éducation et de former les générations suivantes. Il y a les professeurs, qui à l'époque distribuaient le savoir, les parents, qui organisaient, et le journaliste ou l'écrivain qui amenait ce savoir auquel on n'a pas accès et qui le partageait. On se rend compte aujourd'hui que les professeurs ont complètement démissionné de leur rôle puisqu'ils sont juste là, ils font acte de présence pour moi, et j'embrasse tous les professeurs qui nous regardent et courage à vous. Les parents, pareil. Maintenant, on est dans des générations de parents qui sont là plus pour être potes avec leurs enfants, et on voit le type d'enfants... Et qui s'en remettent à l'école pour faire le boulot. Qui s'en remettent à l'école pour faire le boulot, sauf que personne ne peut pas faire. Et donc, on se retrouve avec des gamins de merde. Et donc, ceux qui écrivent et qui font du journalisme, j'ai l'impression qu'ils sont aussi en train de démissionner. Donc, à un moment, qui va s'occuper de nos enfants? Non, mais c'est même pas de nos enfants, mais de nous réapprendre à réfléchir, à voir le monde autrement, réapprendre à débattre, réapprendre à voir un autre point de vue. Tu parlais de l'autre point de vue, c'est vrai qu'on est toujours braqué sur l'Ukraine, c'est les gentils, la Russie, c'est les méchants. Qui peut nous apprendre à un moment et prendre la responsabilité de dire « Je suis pas là pour plaire à tout le monde, je suis pas là... » Comme un parent devrait être. Je suis pas là pour être ton pote, je suis là pour être ton père. Donc, tu vas me détester maintenant, mais crois-moi, dans 10 ans, tu vas m'adorer. À quel moment le journaliste se dit je vais reprendre ce rôle-là? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des journalistes qui ont encore envie de dire c'est quoi? On arrête avec d'être des putaclics et on va revenir sur le côté oui, je vais te réapprendre à réfléchir. Oui, alors, soyons un tout petit peu optimistes ou enlevons un peu de noir dans ce que tu viens de décrire qui est... J'y souscris, mais c'est terrible. Et je pense qu'il il faut jeter le projecteur sur des tas d'îlots, d'oasis maintenant, où on est en train de prendre conscience de ça et d'agir. Ce sont des médias un peu dits alternatifs. C'est Imagine demain le monde, c'est Médor, c'est Wilfried, mais ce sont des médias qui paraissent... tous les 3 mois, qui sont chers, qui demandent un véritable investissement de lecteurs pour te taper des trucs qui font 10 pages sur un même sujet. Mais donc, ces lieux-là existent, et il y a toute une génération de journalistes, de jeunes journalistes, je suis trop content parce qu'il y en a plusieurs que j'ai vus comme étudiants à l'UNIF, qui sont en train justement de dire, on en a marre de l'agenda médiatique qui est imposé à tout le monde, on en a marre de la communication spectacle, etc., et on en a marre de ne pas aller jamais au-delà des apparences. Donc, il y a des îlots, ça existe. Ils ne sont pas encore mainstream, pas très populaires. Je pense que par ailleurs, si l'école, tu dis les profs démotivés, etc.,
on voit quand même que les universités qui accueillent de plus en plus de gens, de jeunes, sont encore des lieux, effectivement, de critique du savoir et de transmission de savoir intelligent et surtout de capacité à manipuler du savoir. On voit que l'éducation aux médias progresse. L'éducation aux médias, ça consiste pas seulement à apprendre aux élèves à avoir peur de tous les médias et de se méfier de tout, de façon un peu child focus, mais c'est aussi apprendre à être des lecteurs, des auditeurs et à savoir décrypter les choses. Voilà. L'éducation aux médias est quelque chose qui vraiment gagne du terrain. Donc, si on mise un peu sur tout ça, et je fais très court là-dessus, on peut penser que le monde ne s'écroule pas demain et que la situation n'est pas complètement perdue et pourrie, quoi, hein. Et je pense que pour revenir aux médias, il y a des sites qui de plus en plus vont faire ce boulot. Des podcasts qui de plus en plus misent sur l'intelligence ou des vidéocasts, sur l'intelligence des gens, que de plus en plus d'automobilistes écoutent dans leur voiture. Bien, eh bien, voilà, ce sont des tas de petites choses qui sont, j'espère, en train de faire évoluer le paysage médiatique. On va sans doute avoir demain moins de quotidiens encore, parce que d'une part, ça bascule sur Internet et que les quotidiens papier, il y en a encore trop en Belgique, trop du point de vue purement économique. Ça veut dire qu'il y en aura à un moment plus qu'un ou deux journaux dits de référence, un peu intello, et puis un ou deux, un régional, et puis un, disons, grand public, boîte à clics. Voilà. Mais donc, les choses évoluent sans arrêt. On n'est pas figé sur une situation désespérante. Sois optimiste, Thierry. Sois optimiste. Mais moi, je ne demande pas mieux d'être optimiste. Et si tu as des liens, on les mettra en description, oui, des liens de sites ou de journaux que tu as envie, toi, de partager, que tu penses être à contre-courant de ça. Oui. Après, oui, je suis un misanthrope et je vous emmerde. J'aimerais revenir avant de parler de l'exil, parce que c'est important de prendre ce temps sur l'exil, j'aimerais revenir sur un exilé, finalement, mais qui est exilé chez nous, en tout cas, en Europe occidentale. On parle d'Assange, et il y en a d'autres comme ça, hein, si on reprend un peu le problème du LuxLeaks, ces problèmes d'investigation bien chez nous, économiques, hein, tu l'as dit, hein, le nerf de la guerre. Quel est ton point de vue par rapport à ça ? Nous, en tant que Belgique, quelle posture adopter ? Peut-on protéger un Julian Assange ? Est-ce qu'on en a les moyens ou en fait pas du tout ? Si on s'attaque à l'Amérique, est-ce que d'office on doit passer la main ? C'est vraiment une question difficile. Est-ce que nous, dans la situation actuelle, on peut faire quelque chose pour Assange ? Politiquement et diplomatiquement, pas nous, le gentil bon peuple. Je ne sais pas si au niveau diplomatique, si Adja Labib, ancienne journaliste, ministre des Affaires étrangères, peut agir. J'imagine que oui. Qu'elle peut peser vis-à-vis des autorités australiennes pour ne pas qu'elle livre Assange aux États-Unis. Bon. Nous, il y a des groupes de soutien qui existent et qui sont actifs sur Internet. C'est un ancien, je crois, journaliste d'ailleurs de la RTBF qui anime un peu ça. Au-delà de ça, je trouve qu'on est très impuissant. Donc on ne peut pas dénoncer nos amis. Tu vois, on ne peut pas être contre les États-Unis, par exemple. Ça, on ne peut pas. Non, mais les soutiens à Assange sont très très partagés, y compris aux États-Unis, y compris dans tout le monde occidental. Mais politiquement, nos pouvoirs en place ne peuvent pas, à un moment donné, soutenir officiellement. On ne pourrait pas demain dire on va recevoir Assange chez nous. Ils ne vont pas jusque-là, mais je crois me souvenir, est-ce que je ne fais pas une erreur, qu'Alexandre De Croo a quand même pris une position, est-ce que c'est dans l'affaire Assange, que j'ai trouvé assez presque surprenante et courageuse, d'être attentif au sort de Julian Assange. Mais c'est vrai que il y a la longueur, ça fait 13 ans qu'il est dans cette situation d'exil, de prisonnier, baladé. Il a vécu dans une ambassade, c'est terrible. Voilà. Et donc, il y a aussi l'usure de l'attention du public. Ça, c'est terrible. On est sur ce fameux carrousel de l'info où, déjà l'Ukraine aujourd'hui, par rapport à l'Ukraine il y a quelques mois, tu n'as plus les audiences, tu n'as plus l'intérêt du public aussi fort qu'au début. Pareil pour Assange. On finit un tout petit peu par avoir envie de passer à autre chose. C'est cynique, c'est terrible.
c'est humain. Mais Il y a c'est comme un ça. très beau dessin de Gottlieb dans les rubriques à Braque. Ouais. Un vieux dessin avec un petit garçon, à l'époque c'était la fin, en Éthiopie. Uh-huh. Et puis dans les différentes bulles, tu vois, ils mettent des concerts en place, ils mettent des choses, les gens dans la rue, les stars. Et au fur et à mesure des bulles qui avancent, après c'est les gens dans la rue, machin. Et puis sur l'avant-dernière bulle, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Et puis la toute dernière bulle, c'est à nouveau, toujours ton petit garçon, qui est toujours en train de crever de faim. Non, mais Très très beau c'est dessin. exactement ça. Hein. L'exil, c'est terrible parce que l'exil, c'est l'expulsion de son milieu, de son habitat, de sa famille, de son pays, de ses racines. Finalement, au Moyen-Âge, quand on exilait quelqu'un, c'était la mort, c'était vivre en forêt et donc disparaître. Ouais, l'ostracisme. C'est une forme de mort, finalement. Parmi ces exilés qui arrivent chez toi, comment ça se passe? Tu les reçois comment? Ils sont dans quel état quand ils arrivent? Quelles sont les démarches que tu prends? Si on prend vraiment dans le détail, si on rentre là-dedans, raconte-nous. On les reçoit. Alors certains, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, c'est une affaire de semaines. D'autres, puisque nous on n'existe que depuis 4 ans et demi, d'autres nous ont contactés alors qu'ils sont en Belgique depuis parfois plusieurs mois, plusieurs années même. Donc les réactions ne vont pas être les mêmes forcément. Mais si je prends des personnes arrivées récemment, c'est très curieux d'avoir 2 postures. Il y a celle de la personne qui est encore sous le choc de ce qu'elle a subi. Ça dépend aussi comment elle est arrivée. Je pense à une Palestinienne qui, la première fois que je l'ai rencontrée et qui m'a raconté son histoire, elle était en sanglots pendant 3/4 d'heure. Tout en me racontant. Tu sentais bien que ça devait sortir, elle craquait complètement. Quoi, hein. Cette dame qui a reçu oui, un flingue sur la tempe. C'est la même, voilà, c'est ça. Et donc, je peux le dire parce que je ne cite pas son nom, mais elle est maintenant en traitement en choc post-traumatique. Hein. Donc, elle est protégée? Non, parce qu'en Belgique, elle n'a pas besoin de l'aide pour le moment. Et comme elle a peu ou voire pas de famille encore là-bas, parce que ça c'est un autre problème, elle n'a pas de problème de sécurité pour elle ou sa famille. Alors il y a les autres exilés qui ont encore peur, non plus pour eux, parce que eux, ça va, ils sont sortis d'affaires, ils sont chez nous, mais pour les représailles, éventuellement, à la famille, rester au pays. Donc on a créé notamment un répertoire en ligne, justement pour la fameuse reconnaissance publique de ces journalistes, une façon de les faire connaître. Il y a un répertoire sur notre site avec leur nationalité, leur langue, leur spécialisation, leur curriculum, si tu veux. Il y en a certains qui me disent non, je ne veux pas être pour le moment sur le répertoire parce que je tiens à ce que ça reste discret. Donc la première posture, c'est celui je disais, qui arrive, ou celle qui arrive encore chargée de son traumatisme. Et puis il y en a d'autres, et ça c'est presque troublant, qui sont avec un sourire jusqu'aux oreilles, qui sont là, et puis ils te racontent leur histoire, et elle est absolument horrible. Un Burundais dont la sœur a été abattue froidement parce qu'elle est l'épouse d'un caméraman, et les hommes du président qui sont venus à leur domicile exiger les rushs de manifestations que le mari avait filmées. Le gars, il a dit non. D'autant plus, je crois que les rushs n'étaient pas chez lui. Enfin, ça se fait, je ne pense pas que ça se fait dans le métier de revenir à la maison avec ses rushs. Les hommes, la garde présidentielle, ils ont tiré un flingue de leur poche, ils ont abattu le caméraman, sa femme, donc la sœur du réfugié, et leurs 2 enfants. Et le Burundais en question, Jean-Marie, qui était une star au Burundi, il avait une émission radio, un succès fou, etc., il te fait rire, mais à te tenir les côtes, quoi. Je me dis, mais comment on tient dans ce cas-là? Comment on fait? Très belle citation que moi j'aime beaucoup. Personne ne sait la violence qu'il a fallu pour être aussi gentil. Très chouette, ça. Ouais. C'est la résilience, hein. Ouais. Alors, son émission était une émission à prétention comique, donc il a quelqu'un qui est naturellement, c'est un showman, si tu veux. Mais comment on reste showman et comment on reste rigolo après avoir vécu quelque chose comme ça, quoi. Et comment on se reconstruit alors? Donc, on arrive chez Engage, et c'est magnifique d'avoir cette association sur base de subsides. Oui. Maintenant, on n'est pas que journaliste, on est un homme, on est une femme, on doit se reconstruire totalement dans un pays qui n'a pas la même culture. Comment ça se passe? Vous accompagnez cette partie-là aussi? Oui. Et moi, je mise sur un mot, c'est plus qu'un mot, c'est une idée un peu ringarde, c'est la fraternité. Moi, je pense qu'il faut mettre de la fraternité entre les gens, entre ces gens-là. Et alors, il n'y a rien qui me
rend le plus heureux quand je vois que spontanément, ils ont créé, quelques-uns, un groupe WhatsApp, mais avec des gens mauritaniens, congolais, camerounais, enfin, surtout les Africains qui ont... Ah, quoi, il y a des Palestiniens aussi dedans. Et puis voilà, ils causent entre eux, mais ils ne se connaissaient pas avant. Hein. Quand on fait une expo et qu'on organise un vernissage, enfin, l'instance qui nous invite à organiser le vernissage et qu'on invite à l'ensemble, alors, il n'y en a pas beaucoup qui viennent, donc sur les 82 ou 83 de notre listing, si tu veux, il y en a peut-être une douzaine qui vont venir. Et puis quand je vois qu'ils se serrent dans les bras, alors qu'ils ne se connaissent que grâce à la sauce, si tu veux, je me dis, waouh, là, on est en train de créer du réseau, du lien, on est en train de mettre une dose de fraternité dans ces gens-là. C'est ça dont ils ont le plus besoin. La fraternité, c'est également charité, caritas, c'est l'amour. Est-ce qu'à un moment donné, des personnes qui nous entendent, qui se disent « moi je veux, par fraternité, participer à Engage », peuvent, comme ça, participer en donnant des dons parce que tu as besoin de moyens. J'imagine que c'est compliqué pour vous. On en a d'autant plus besoin que pour le moment, l'argent qu'on parvient à décrocher auprès des instances publiques, que ce soit la Fédération Wallonie-Bruxelles, Région bruxelloise, COF et les machins comme ça, ne sert qu'à payer les prestations des journalistes exilés, soit sur notre média, soit quand ils interviennent ou pour leurs frais de déplacement, que c'est. Tout va chez eux, et puis nos quelques frais de fonctionnement. Mais nous, le petit groupe, si tu veux, qui s'occupe de la sauce, on est 5, 6, c'est pur bénévolat. Et dans ces 5, 6, heureusement, il y a deux retraités, dont moi, et je me dis, mon salaire, c'est l'Office des pensions qui me le verse pour que je fasse ce boulot, mais je suis plus qu'à mi-temps non-stop pour la sauce. Donc on mettra vos coordonnées. Donc, pour revenir à ta question, ce que je cherche éperdument, et ça existe quelque part, hein, ce sont des fonds, mais alors à mon avis, je dois me tourner vers le privé, des fondations, et pourtant j'en ai déjà dragué un paquet, mais la crise est passée aussi par les fondations, pour me permettre de rémunérer un ou des collaborateurs quelques heures semaine. Vous pourriez mettre en place un Tipeee ou un Patreon. Un Tipeee ou un Patreon. Ce sont des plateformes où les gens peuvent donner en ligne. C'est du crowdfunding. Oui, alors on vient de créer une page, elle est en train de créer sur Ulule. On mettra le lien, on va mettre le lien également. Ça serait chouette. Pour espérer, parce que, je vais dire, j'ai mon âge, l'autre retraité a même un peu plus que moi, et donc on craint très fort que un jour on va décrocher, et si on ne peut pas engager, rémunérer une collaboration, l'association va mourir. Alors, avant qu'on passe sur le jeu des citations, moi j'ai une dernière question. Parce que tu parlais de Julian Assange. Alors, ce qui moi, je trouve intéressant, c'est que les journalistes du Watergate sont des héros. Julian Assange est un traître à la nation. Est-ce que c'est juste une question de ne pas être au bon moment ? Est-ce que si le Watergate avait eu lieu aujourd'hui, est-ce qu'on aurait un autre Assange ? Alors, c'est une bonne question, ça. Non, mais j'aime bien ta question parce que ça va me permettre, moi, d'exprimer et je vais fâcher des personnes qui nous écoutent. Ah, ça, on aime bien. Yes, allez. J'exprime un malaise. Okay. Alors, ce sont les lanceurs d'alerte. Snowden, pareil, Edgar Snowden ou Julian Assange, qui, à un moment, balancent. Sans traitement journalistique. Tu te souviens de ce que je disais tout à l'heure, la base du journalisme, c'est sélectionner dans un fatras d'informations celles qui sont pertinentes, de les vérifier si il y a lieu de les vérifier. Si je sélectionne le programme du Théâtre National, je ne dois pas le vérifier. Hein. Mais il y a des tas de choses que je dois vérifier et puis que je mets en langage. Les lanceurs d'alerte façon Snowden ou Assange ne font pas ce travail-là. Ou le font, en tout cas très peu. J'ai lu des choses un peu diverses. Oui, certains disaient, mais si, il a aussi sélectionné, il a vérifié des choses. Tu vérifies pas 600 000 documents quand tu les balances comme ça. C'est humainement pas possible. Donc ça me mettrait mal à l'aise. D'autant, je ne sais plus si c'est Snowden ou Assange, je crois que c'est Snowden. Il a balancé des choses et des dossiers où il y a des noms de personnes qui figurent. Ces personnes peuvent être en danger, parce que soit c'était des agents du MI6 du côté Grande-Bretagne, soit c'était du côté belge des personnes qui étaient citées dans le cadre de l'instruction de l'affaire Dutroux, mais qui avaient été citées comme témoins, interrogés, mais leur nom était dedans. Et puis ces personnes n'avaient absolument rien à se reprocher. Quand tu balances ça sur l'espace public et médiatique, tu prends des risques qu'un journaliste professionnel est censé avoir anticipé et donc avoir fait son travail de pro.
Je ne pense pas que M. Assange, M. Snowden l'ait fait de cette façon-là. Et moi, ça me met mal à l'aise. Donc, tous les défenseurs des lanceurs d'alerte vont me détester à l'instant où je dis ça. Et en même temps, les lanceurs d'alerte, ce qu'on appelait avant des sources, hein, tout bêtement, mais sont essentiels dans notre société où parfois la violence du monde économique est telle que plus personne n'ose ouvrir sa gueule pour dénoncer des choses dans le milieu économique, mais ça peut être ici dans le milieu des services secrets. Ça me fait réagir. Donc, pour la dernière question, et après effectivement on passe aux citations. On vit dans un monde mêlien, on ne vit pas dans un monde de bisounours. On vit dans le monde où, à un moment donné, on est quand même dans la loi du plus fort et où, moi j'ai été militaire, j'ai eu l'occasion de parler avec des amis qui faisaient des études et qui étaient très pro-hippie, quoi, en disant, mais tu vois, c'est parce qu'il y a des soldats qu'il y a la guerre. Moi je dis, mais c'est parce qu'il y a des soldats que tu peux faire tes études. C'est parce qu'on est dans un monde où on peut se protéger. À un moment donné, le fait est-ce que, quand même, à un moment donné, on ne dépasse pas des limites quand on va déclarer, quand on va publier des informations top secrètes, en sachant que de toute façon, nos États, à un moment donné ou à un autre, doivent faire du sale boulot. C'est comme ça. Il y a des choses qui ne passent pas dans le média, mais qu'on doit bien faire. Tu sais, c'est comme mon grand-père, à un moment donné, quand avait des jeunes chatons, c'était malheureux, mais il fallait bien que quelqu'un noie les petits chatons. Parce que sinon, tu aurais eu plein de chatons. Et c'était malheureux. Donc, on ne le disait à personne. On disait, les chatons étaient partis. Et on n'en parlait plus. Est-ce que quelque part, on n'est pas en train en balançant le top secret, de montrer les chatons noyés au grand public qui ne veut pas les voir finalement? Eh bien, moi qui n'ai pas fait mon service militaire et qui suis objecteur de conscience, je suis totalement d'accord avec toi. Tu mets le doigt sur un truc qui est vraiment important, c'est le mythe de la transparence, qu'il faut pouvoir, auquel il faut pouvoir démystifier et s'opposer. C'est un truc qui me met vraiment les boules quand on me ressort « Ah oui, mais la transparence », comme si la transparence devait être totale. Non, le silence et le secret font intégralement partie de la vie en société, de la vie politique, de la vie des relations, etc. Des relations. Sinon, ça devient horrible. Mais même dans ton couple, je suis sûr que ta femme ne sait pas tout. Mais évidemment. Est-ce qu'elle sait seulement qu'il est ici? Mais non, bien sûr. Et donc, un État doit pouvoir gérer les choses, une diplomatie doit pouvoir discuter sans que ce soit sur la place publique, des personnes, des politiques, des présidents de parti doivent pouvoir se rencontrer sans que leur menu et le lieu du restaurant soient automatiquement dans la presse. Est-ce qu'on n'est pas tout le temps dans l'émotionnel également et pas à un moment donné dans le réflexif? Alors, je parlais de proximité tout à l'heure, proximité idéologique, proximité émotionnelle, proximité géographique. C'est la loi du mort-kilomètre, hein, tu connais le mort au coin de la rue vaut les 3 morts dans la province voisine qui valent les mêmes. Et s'il est blanc, c'est mieux que s'il est noir, il nous ressemblera plus. Voilà. Donc, toutes ces proximités-là jouent. Et puis, à un moment, est-ce que c'est au nom de cette proximité aussi? On doit dire, on doit être proche de la vérité, donc tout doit être à découvert. Non, 100 fois non. Et je suis rassuré, je sais que je ne suis pas le seul à penser ça. Il y a même eu un bouquin assez intéressant il y a quelques années, c'est Éloge du silence, qui prenait justement le contre-pied du mythe de la transparence. Eh bien, on finit par être d'accord, tu vois, c'est dingue, incroyable. On passe maintenant à la séquence citation. Citation. Alors, je vais te donner 2-3 citations. Ouais. Et le but, c'est juste de nous expliquer ce que ça t'évoque et ce que tu en penses et ce que tu as envie de dire à ce sujet. On va commencer par une citation de Edmond et Jules de Goncourt qui disait « Dans le journalisme, l'honnête homme est celui qui se fait payer l'opinion qu'il a, le malhonnête, celui qu'on paye pour avoir l'opinion qu'il n'a pas. » Oui, éloge de l'indépendance critique du journalisme, magnifique, et peut-être pas complètement conforme aux usages d'aujourd'hui. Ok. Une citation de Heinrich von Kleist. Vous irez voir sur Google qui c'est. Le journalisme est l'art de faire croire au peuple ce que le gouvernement juge opportun de lui faire admettre. Non, alors ça s'appelle de la propagande. C'est le principe de la propagande qui passerait par des médias ou des pseudo-journalistes. Ce n'est pas le journalisme tel que je le conçois et tel qu'il est censé se pratiquer. Ok, alors encore 2 petites citations. Une de Henri Béraud. Le journalisme est un métier où l'on passe la moitié de sa vie à parler de ce qu'on ne connaît pas et l'autre moitié à taire ce que l'on sait. Il y a un peu de vrai là-dedans. Parler de ce qu'on ne connaît pas, oui,
Et on devient, c'est le métier sans doute où on devient le plus rapidement spécialiste de quelque chose. J'ai vu ça des tas de fois dans ma petite carrière. Tu écris 3 articles sur un sujet que tu n'avais jamais traité auparavant, et soudain, dans la rédaction et aux yeux de tes collègues, t'es le gars qui est le spécialiste de la question. Ça peut avoir un avantage, parce que du coup, tu vas commencer à t'informer sur le sujet. Tu n'as jamais écrit sur la sidérurgie. Tu as fait 3 papiers parce qu'il n'y avait personne pour se couvrir la sidérurgie. Et puis, tu vas t'informer sur la sidérurgie. Et puis, comme tu t'informes et que tu as ta signature, tu vas recevoir les infos qu'on t'envoie spontanément. Tu vas être invité aux conférences. Et il y a un effet, parfois une spirale comme ça, un cercle vertueux, qui fait que tu deviens vraiment le spécialiste de la sidérurgie au bout de quelques années. On a connu, moi je l'ai connue parce que j'ai cocoté avec elle à l'UNIF, une romaniste, Françoise Gillin, qui est devenue la super spécialiste de la sidérurgie à la RTBF. Salut Françoise. On t'embrasse. Allez, une dernière pour la route de Jean-Yann, que j'aime beaucoup. Cette manière d'élever le journalisme à la hauteur d'un spectacle permet à ses promoteurs de laisser croire qu'ils ont du talent. J'aime bien celle-là. Tu penses à qui, là? Non. Ça me fait penser, c'est pas directement, le lien est un peu distendu, mais j'ai horreur des reportages télé où le journaliste se met lui-même en scène. Bon, Madame Christiane Lacrène a beaucoup pratiqué ça à un moment. Ça m'énervait beaucoup. Comme si elle devenait je suis l'héroïne de l'histoire que je vais vous raconter. Tu vois. Donc, oui, elle est à l'extérieur et on la voit monter dans le taxi, on la voit entrer dans l'immeuble où elle va. Madame Lucet fait un peu la même chose, mais elle, c'est plus dans le cadre de ses interviews. DHL en Ukraine aussi fait ça. Oui. Bah, pas qu'en Ukraine, je sais, sa fameuse il photo. le fait partout. En studio. Il le fait partout, oui. Alors voilà, ça c'est la mise en spectacle du journaliste qui rentre dans l'histoire. Un journaliste, pour prendre l'image caméra, c'est pas celui qui est devant la caméra, c'est celui qui est derrière. Alors, on rentre un peu plus sur toi, sur François. Finalement, tu as l'âge où tu pourrais être compétiteur de curling, tu pourrais passer ta vie à la Côte d'Opale. Éleveur de chou-fleur. Éleveur de chou-fleur. Et à un moment donné, non, tu décides de poursuivre dans le cadre de ta profession. Tu es quand même le responsable d'Engage et tu es toi-même très engagé. Quel est le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a fait te dire à un moment donné, il faut que je fasse cela, même si je suis encore parfois fatigué, on m'appelle tout le temps, et je sais à quel point tu es sollicité. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme, c'est de l'intérêt personnel. Je suis à la veille de ma pension. Je me dis, bon, comme tout être, je pense plus ou moins normalement constitué, qu'est-ce que je vais faire une fois que je serai out? Je veux garder un sentiment d'utilité. Pour moi, c'est essentiel. Donc, tout d'un coup, me mettre les pieds dans les pantoufles devant la télé ou regarder pousser des choux-fleurs dans mon potager que je n'ai pas, c'est pas dans mon truc, c'est pas envisageable. Mais je respecte profondément ceux qui décident de faire ça et de dire je me suis assez fatigué dans ma vie professionnelle, donc maintenant je me repose du soir au matin. Pour moi, c'était pas envisageable. Donc, garder le sentiment d'utilité, c'est pour ça que je dis c'est égoïste, c'est pour moi que je le fais. Hein. Mais tout bénévole doit avoir cette part d'intérêt personnel. Sinon, on tombe dans les dames patronesses et l'espèce de caritatif détestable. Si tu ne sors pas toi-même une satisfaction profonde de ton bénévolat, un bénéfice, t'es pas un bon bénévole, j'ai l'impression. Oui, tu vas nourrir de la rancœur, alors tu vas attendre, c'est la reconnaissance mal placée. Ah oui, voilà. Mais alors, attends, ça c'est l'état d'esprit. Et puis, il y a l'étincelle. Le déclencheur, oui, l'étincelle. Le déclencheur, c'est que, comme j'ai donné, pendant 5 ans, j'allais donner chaque année un cours au Burundi, un cours de journalisme à l'université de Bujumbura, que j'ai fini par connaître des Burundais, etc. Et un jour, en France, aux assises du journalisme, 3 jours de colloques, de débats et tout ça, je suis interpellé par une Africaine, Monsieur Dumont, que je ne reconnais pas, bien sûr, qui me dit « Mais vous m'avez eu comme étudiante à Bujumbura ». Et j'apprends que cette personne, qui était journaliste, à la Maison des journalistes à Paris, qui était vraiment une maison avec une quinzaine de chambres, qui accueille des réfugiés. Des réfugiés qui ne savent pas où loger, et voilà. Ils peuvent y rester, je crois, 6 mois, au terme desquels ils sont censés trouver un logement. Et je me dis, je ne connaissais pas cette maison des journalistes. Je me dis, c'est chouette comme formule. Il se fait que les dirigeants de la maison sont également aux assises, que je discute avec eux, que je comprends le truc. Et dans le train du retour, vers Bruxelles, je me dis, putain, ça, je vais faire.
faut qu'on ait à Bruxelles, quand même, on se targue d'être une capitale européenne, on doit faire ça. Et pas tout seul, et j'ai pas de sous. Donc, je mets autour de la table, là je suis assez content, des représentants d'institutions, HCR, Ligue des droits de l'homme, le CIRE, qui s'occupe des... qu'est-ce que j'ai eu aussi, la Croix-Rouge à ce moment-là, bon, plus quelques personnes, individus, simplement dire, voilà mon idée, qu'est-ce que vous en dites? Tout le monde me dit, c'est vraiment une bonne idée, c'est chouette. Mais la maison, non. On n'a pas les moyens. Enfin, t'imagines une maison à Bruxelles avec du personnel, normes incendie, tout ça. Maison on oublie, d'autant qu'on était en plein, tu sais, dans le mouvement plateforme citoyenne pour accueillir des réfugiés. Donc on s'est dit, c'est vrai que si vraiment un exilé, un journaliste a un vrai problème de logement, ça va, on va se débrouiller. On est quelques journalistes à déjà avoir accueilli de temps en temps un exilé à la maison. Donc on oublie le logement et on constitue l'ASBL. Mais sans savoir, est-ce qu'il y a beaucoup, pas beaucoup de journalistes exilés en Belgique? Est-ce qu'ils ont besoin de nous? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour eux? Donc on fait un peu un processus inversé, si tu veux. On existe d'abord... Tu n'avais pas la demande et voilà, tu crées la structure. Voilà, exactement. Excellent. Et on est parti avec une quinzaine d'adresses de la Fédération internationale des journalistes, dont le siège est ici à Bruxelles, une quinzaine d'adresses de journalistes étrangers. On les a invités, on a commencé à discuter. Voilà, en 4 ans et demi, on est passé de 15 à 83. Et tous les mois, maintenant, j'ai un contact. Aujourd'hui, si tu cumules, tu as accompagné combien tu as accompagné combien de journalistes exilés? Alors, eh bien, je te dis, on a sur les 15, et puis les 15 nous ont parfois donné d'autres adresses, 5, 6 en plus qu'on ne connaît pas. Donc, sur les 83. On a accueilli personnellement, discuté, etc., avec une soixantaine. Ah oui. Et dans cette soixantaine, il y en a qui sont beaucoup plus discrets, et d'autres qui sont, au contraire, qu'on sollicite souvent pour les témoignages dans les écoles et des choses comme ça. Malheureusement, ce sont les francophones qui sont ici privilégiés. Quand il faut témoigner, etc., il y a des écoles à Bruxelles où on pouvait le faire en arabe, en anglais, en néerlandais. Mais voilà, ce sont plutôt les francophones. Donc c'est vrai que on ne voit pas, on n'a pas un contact aussi suivi avec l'ensemble des journalistes exilés. Tu vois. C'est pour ça que l'année prochaine, en 2024, pour les 5 ans d'engage, je rêve de faire une grande fête multiculturelle, avec de la cuisine du monde, avec des musiciens du monde, où tous les journalistes exilés, enfin j'espère, pour rayonner avec leurs familles, avec leurs amis et tout ça. Pour qu'on le voit, qu'on puisse voir un peu vos actions. Et qu'ils se voient ensemble. Qu'ils se voient. Ah oui, ça reste mon obsession. Hein. Moi, j'ai une question con, mais comment tu annonces à ta femme qui se dit « Chouette, ça va être la pension, on va enfin profiter » que « Non, chérie, je vais m'occuper de gens qu'on a essayé de tuer dans leur pays. » C'est parce que tu ne connais pas ma femme. Elle me dit « Mais chouette, occupe-toi, mon amour, occupe-toi. » Sors de la maison. Voilà, ne sois pas dans mes pieds 24 heures sur 24, surtout pas. Non, je le dis en rigolant, mais c'était une de nos appréhensions. Enfin, ma femme, ça fait longtemps qu'elle ne travaillait, qu'elle avait arrêté pour s'occuper de nos 4 enfants et tout ça, mais à l'approche de la pension, on s'est dit qu'il faut qu'on retrouve un nouvel équilibre de couple. Bon, les enfants ne sont plus dans la maison, évidemment. Mais tout d'un coup, comme journaliste, mais ma femme, je la voyais le week-end, hein, le nombre de soirs où je rentrais quand j'étais dans la quotidienne assez tard, etc., plus les reportages de week-end. Je comprends la partie égoïste alors maintenant. Donc, à un moment, oui, mais ça fait partie aussi de dire de l'équilibre. Il y a un risque de rompre l'équilibre de couple si tout d'un coup je vais être 24 heures sur 24 avec elle dans ses pieds. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de divorces qu'après le Covid. Ah oui, parce que les gens découvraient ça sans l'avoir géré. Ou c'est ça, merde, on a passé 24 ans sur 24 ensemble. Ce qui n'empêche pas justement de m'entendre parfaitement bien avec mon épouse. J'en viens maintenant à... Qu'est-ce que tu aimerais dire à la jeunesse qui nous écoute? Quels conseils t'aimerais leur donner? Oh, plein. Toujours en matière, allez, on va rester sur le secteur des médias, de l'info, etc. Ne pas désespérer, ne pas écouter Thierry trop. Oui. Hein? Ne désespérez pas. Soyez de plus en plus des citoyens, c'est-à-dire des citoyens acteurs. On ne vous demande pas de connaître par cœur tout l'historique du conflit au Moyen-Orient ou la géostratégie russo-européenne, mais prenez conscience que vous avez des outils entre les mains et qu'entre TikTok et un journal télévisé sur Internet, c'est pas la même chose, et YouTube, etc. Voilà.
Prenez simplement conscience de ça. On ne vous demande pas d'être des érudits, mais de pas à pas savoir où vous mettez vos pas. Écoute, c'est de l'idéalisme un peu con-con, hein, j'en conviens, mais c'est à se prendre en main. Et si le 9 juin prochain, non pas prochain, le 9 juin 2024, ils vont voter à 16 ans ou 17 ans pour les européennes, puisque la date a été fixée, eh bien, c'est Jean-Paul Philippot, patron de l'RTBF, qui disait « Comment je fais, moi, pour informer ces jeunes qui vont voter le 9 juin 2024 ? Je vais passer par TikTok. » Service public qui se dit... Donc, il y a les deux choses. Moi, j'appelle les jeunes de mes voeux à aller vers des instruments, des supports qui pourront les rendre plus citoyens. Et heureusement, il y a certains patrons de presse qui se disent je vais devoir aussi, moi, faire la démarche pour aller vers ces jeunes via les outils qu'ils utilisent. En t'écoutant, ça me fait penser, je formule ma propre citation, je me dis qu'en t'écoutant, ce que je retiens de notre entretien, c'est que ce que je retiens de toi, c'est l'optimisme mène à l'idéalisme, le pessimisme ne mène à rien. C'est le sentiment que ça me donne quand je t'écoute. Voilà. Alors, j'ai utilisé le mot optimiste, mais en même temps, je le déteste un peu, et il y a même des ligues qui prennent ce nom-là. L'optimisme, pour moi, est une espèce de posture passive qui pense que tout va aller mieux demain. Donc, je voudrais qu'on change ce mot optimisme par constructif. Là, parce que le constructif, tu es dans une démarche, tu es dans une action. L'optimisme est parfois... qui a écrit que l'optimisme, c'était l'égoïsme des riches, un truc comme ça. Ouais, il y a un petit côté BA comme ça, oui. observateur. Mais ça va aller mieux de toute façon. Non, si tu fais rien, ça va pas aller mieux. Il faut agir mieux. Il faut construire, c'est-à-dire prendre les briques et les mettre l'une sur l'autre. L'optimiste, il pense que le mur sera bien. C'est tout. On en arrive à nos 3 questions que je t'ai posées. Je t'ai demandé de réfléchir avant l'entretien. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que tu aimerais laisser plus tard, lorsque tu ne seras plus, lorsque tu seras parmi le tout, qu'est-ce que tu aimerais laisser à l'humanité ? Est-ce qu'on demande à un grain de sable ce qu'il peut apporter au Sahara ? Rien. À l'humanité. Enfin, c'est tellement... Tel que tu la formules, c'est d'une prétention et c'est complètement absurde. Je ne vais rien laisser du tout à l'humanité. Alors, si je me gratte vraiment pour trouver quelque chose, je vais laisser dans des archives poussiéreuses quelque part les bouquins auxquels j'ai collaboré. À tes contemporains. Une petite dizaine de bouquins où j'ai mon nom sur la couverture, avec d'autres. Et puis, j'ai quelques articles dont j'ai quand même été fier au cours de ma carrière de journaliste ou quelques éditos au Vif l'Express. Mais quoi ? Qui va lire ça ? L'humanité. Ceci dit, la question n'est pas qu'est-ce que tu vas laisser, mais qu'est-ce que tu voudrais laisser ? D'accord. Oui. Donc, eh bien, je voudrais laisser soit ces petites traces matérielles de ce que j'ai pu écrire parfois, et que quelqu'un, imaginons, dans un avenir X, retombe dessus en disant « Oh, c'est intéressant, c'est pas complètement idiot. » Bon, ça. Et de façon plus immatérielle, si tu veux, c'est peut-être un état d'esprit, une vision du journalisme, dont je ne désespère pas, vous l'avez entendu, mais en même temps, elle m'a posé question. Constructive. Voilà, constructive. Et un goût de la transmission. Le prof que j'ai été aussi, et puis un journaliste, c'est aussi un transmetteur, quelque part. Donc, voilà. Ça, je voudrais que ça fasse partie des grains de sable. Des étincelles. Voilà. Le goût de la transmission, la vision d'un journalisme honnête, on va dire. La deuxième question. Qu'est-ce que tu aimerais laisser à ta famille ? Alors là, c'est beaucoup plus concret. Moins prétentieux, plus concret. Et là, à ma famille, c'est-à-dire aux 2 générations qui viennent, au-delà, ne nous faisons pas d'illusions. Donc, enfants et petits-enfants, ok, il y a 4 enfants, il y a 9 petits. Après, ils ne sauront même pas qui c'était l'arrière-grand-père. Mais donc, restons dans les limites du raisonnable. Là, c'est des valeurs. Les valeurs, j'aimerais bien qu'ils disent, ouais, le père ou le grand-père, il y avait quelques valeurs sympas, dont on est plutôt fier, et moi, j'aimerais bien qu'ils les acquièrent, évidemment, qu'ils les fassent leurs. Et ces valeurs, allez, je les ai écrites tout à l'heure sur le petit papier que tu m'as donné, c'était honnêteté, fraternité, j'y reviens, combativité pour ses convictions. Donc, pas se laisser décourager. Je suis objecteur de conscience, c'est pas pour rien.
Et parfois, c'est des bêtes trucs. Quand j'étais ado, comme ma grande sœur n'a pas fait le débroussaillage, j'ai eu les cheveux longs, j'ai fumé, j'ai arrêté d'aller à la messe. Moi, d'abord. Et c'était comme ça. Et j'ai vécu avec ma femme sans être marié pendant tout un temps. Péché. Mais mon Dieu, mais oui, c'est horrible. C'est beau de ça. Est-ce qu'on peut censurer ce passage? Oui, non, mais Et engagement. Voilà, je m'excuse auprès de honnêteté, tous les fraternité, catholiques. combativité, engagement. Quelques valeurs comme ça. Et puis, tu vas me poser ta dernière colle. Ma dernière question, et Dieu dans tout ça? Oh, si tu viens avec ces questions. Je suis d'éducation chrétienne. Le pilier chrétien en Belgique, c'est pas très original. Ça arrive à plein de gens bien. Complètement agnostique. Donc je respecte vraiment ceux qui croient, si tu veux. Mais moi, je ne sais pas quoi faire avec Dieu. Je ne sais pas comment le concevoir. Alors, il y a un truc qui m'a un peu aidé, c'est... j'ai été proche professionnellement et même amicalement de Gabriel Ringlet, notamment, ex-vice-recteur, UCL, auteur de plein de bouquins, etc., dont j'ai retenu une chose, c'est que Dieu, je vais le caricaturer, c'est pas le grand barbu qui est... qui est quelque part, tu vois, cette espèce d'autorité bienveillante ou effrayante, c'est chacun de nous qui construit et qui a en chacun de nous sa divinité, sa spiritualité, appelons-le comme on veut. Voilà. Ça, j'aime bien. J'aime bien comme conception des choses, et donc c'est à chacun de construire son truc, ou de ne pas le construire, ou de le faire avec des annexes biscornues, s'il a envie. Mais je dirais que ça me rapproche plus d'une morale laïque aussi que de la religion. Parce que ces valeurs-là, et moi j'adore le message évangélique, il est génial en soi. Aimez-vous les uns les autres, la bienveillance, la charité. C'est la réconciliation, la deuxième alliance. Bon, ça me va tout à fait bien. Mais les laïcs vont dire, mais nous, c'est exactement pareil, mon petit gars. En quoi est-ce que tu es différent? Normalement, la différence, c'est la foi et c'est Dieu. Je ne l'ai pas, et puis voilà. J'ai un ami qui disait « Dieu, c'est le nom que tu donnes à la chance quand tu n'y crois pas. » T'as des drôles d'amis. Ouais. Oui, ou invoquer Dieu dans des circonstances où d'un coup, où tu sais plus quoi faire. Mais je pense que toute personne athée, parce que alors je suis comme toi, agnostique, athée, enfin voilà, mais je pense que si quelqu'un m'appelle maintenant en me disant « Ta fille est à l'hôpital, viens vite », je pense qu'entre ici et l'hosto, je suis capable de prier tout ce qui est priable. Maintenant, faites qu'il ne lui arrive rien. Oui. Mais là, c'est vraiment dans la définition que tu viens de donner. Effectivement, faites qu'il ne lui arrive rien, c'est chance, hasard, esprit. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On arrive à la fin de cette émission. Oh. J'ai envie pour conclure, 2 choses. 3 livres. Un peu plus, un peu moins si tu veux, mais 3 livres que tu aimerais partager en disant, mais lisez cela. Moi, ça m'a nourri, ça m'a construit. Et on mettra les liens dans... Exact. Ah, si c'est lisez ça, c'est autre chose. Je pense à des livres qui m'avaient moins un peu marqué. Vas-y. Alors, je vais vous surprendre, parce que le premier, je l'ai lu à 13 ans. Chien perdu sans collier, Gilbert Cesbron. On ne lit plus Cesbron à mon avis. Mais Chien perdu sans collier, ça, c'est vraiment... c'est le roman de l'aide aux plus... c'était des enfants, je crois, dans un orphelinat, dans un pensionnat. Enfin, moi, j'ai fait une élocution sur Chien perdu sans collier, j'en parlais autour de moi, parce que ça m'avait allumé une espèce de... allumé une flamme sur justement l'entraide. Bon, mais c'était un peu en gag que je le citais. Il y en a un autre que j'ai lu beaucoup plus récemment, il y a 1 an ou 2, que j'aime beaucoup. C'est Les chemins de l'estive, de Charles Wright, W-R-I-G-H-T. Je l'aime bien parce que c'est de la rupture. Moi, j'adore les itinéraires en rupture. Enfin, ils me fascinent et je ne serais pas capable de le faire, mais ça me fascine. Tu vois, le gars qui tout d'un coup décide de changer de vie. On en reparlera. Oui, on en reparlera. Mais ça, c'est vraiment... en un mot, Les chemins de l'estive, c'est un type qui était à Paris, chef de cabinet dans des ministères, qui était dans l'édition, directeur adjoint de collection. Enfin, tu vois, le Parisien, quoi. Et il décide de lâcher tout ça. Il trouve que tout ce bruit lui est devenu insupportable et il décide, le gars, de devenir jésuite. Mais pour être jésuite, tu dois passer une épreuve, notamment, qui consiste à marcher avec un autre novice qu'on va t'imposer, que tu ne choisis pas, et en France, pendant 1 mois. Et 0 € dans ta poche.
Donc tu vas vivre uniquement de la charité des autres, tu vas aller sonner aux portes pour te nourrir, pour te loger, pour tout. Il va faire ce truc. Et le chemin de Steve, c'est son itinéraire, au terme duquel il renonce à entrer chez les jésuites. Ne spoil pas tout, hein. Non, mais on peut le savoir, je crois que ça doit être dans le résumé. Et de non, finalement, c'est pas mon truc. Je crois que maintenant, le gars, il vit en Lozère. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait. Histoire vraie, alors? Ah oui, c'est un récit qui est bon. Alors, il faut être un peu quand même sensible à certains propos de type spirituel, religieux. Un athée militant va pas aimer ce bouquin, mais il parle à la fois de son itinérance, de la rencontre avec les gens, comment ça se passe. Moi, j'ai trouvé ça une magnifique rupture. Alors le troisième, mais le problème c'est que j'oublie et le titre exact et l'auteur, donc ça va pas aider. Ça va être compliqué. Oui, c'est un truc qui parle d'un machin. Mais parce que j'ai lu énormément de bouquins sur le journalisme, tu vois, et puisque je me suis nourri de ça pour moi-même et puis pour donner. Eh bien alors, Jean-François, le premier bouquin qui te revient comme ça, tu sais pas pourquoi. Le premier bouquin qui te revient. Mais c'est parce que je perds qui me revient, je sais pas pourquoi, en journalisme. N'importe quoi. En n'importe quoi. Celui qui te vient à l'esprit. Alors j'ai lu celui de Jodi Picoult, autrice américaine, qui a écrit, alors comment ça s'appelle, sur le suprémacisme blanc américain. Et c'est très très fort parce que c'est à la fois assez subtil. Et alors le titre, tu vas le mettre en bas de l'écran. On le trouvera. On l'indiquera. On cherchera ensemble. Mémoire terrible. D'ailleurs, ça peut être le jeu de la semaine. C'est Jodi Picoult qui a aussi écrit La tristesse des éléphants, par exemple. Mais là, c'est tout à fait un autre contexte. Mais ce livre, c'est un des livres antiracistes, je pense, les plus forts que j'ai lus. Ok, on le mettra également en lien. Super. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre émission. On était vraiment ravis. On espère que les personnes pourront s'engager. Donc là, on rappelle, la SBL engage. Jean-François Dumont, tu n'as pas besoin, mais tu souhaites en tout cas. Et pour les personnes qui désirent participer, ces fonds seront bien investis. Ça nous permettra d'engager aussi la relève, qui est essentielle. Le passage de flambeau. Merci à toi. Merci. Merci. Et à très bientôt pour notre prochaine émission. Oui, c'est ça. La Voix du Yéti. Oui, et alors, rappelez-vous également, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous en parlez. Si vous n'aimez pas, vous le faites aussi. Merci. Ciao, ciao.